plan cancer 2003-2007, donc le premier plan cancer, il y avait une mesure, en fait deux mesures, 59-60, favoriser la présence des associations de patients et d'usagers dans l'hôpital en définissant un cadre d'intervention en milieu hospitalier. Donc ici, dans le comité, depuis de très nombreuses années, nous avons des bénévoles qui sont représentants des patients et usagers. Ces bénévoles sont coordonnés par notre vice-présidente Martine Belzès, qui va vous expliquer ce qu'est exactement la représentation des usagers dans les établissements de soins. Bonjour. Alors, je vais vous parler de la représentation des usagers. Ça va vous paraître un peu difficile, un peu sérieux. Mais vous allez voir, une fois qu'on aura passé le côté un peu légal, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet, comment ça se passe effectivement quand on est représentant des usagers. Mais je voulais quand même que vous ayez une petite définition et comment on en était venu à la représentation des usagers dans les établissements de santé et même ailleurs également. Donc vous avez la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi de 2004 relative à la politique de santé publique qui a renforcé la participation des usagers. Alors l'usager, c'est vous, c'est moi, c'est tout patient potentiel en fin de compte, l'usager. On l'appelle comme ça, c'est le terme, mais ce sont toutes les personnes qui demain peuvent basculer dans la chemise du patient. Donc, le patient a quand même en France une liberté de choix, des droits à des soins de qualité, à la non-discrimination, droit au secret médical, au respect de son intimité, de la vie privée, de la dignité, consentement aux soins, droit de réparation d'un préjudice, droit au refus de traitement, directive anticipée dont on parle tant à l'heure actuelle. Alors, le représentant des usagers est lui-même usager du système de soins. Venant de la société civile, c'est le porte-parole officiel siégeant dans des instances décisionnelles ou consultatives, aussi bien dans les établissements privés que publics. Ça, il faut vraiment l'intégrer, hein. Il n'y a pas de différenciation. Il est chargé de faire le lien entre les usagers et les professionnels de santé et de représenter les usagers dans certaines instances de ces établissements et de défendre leurs intérêts. Il doit bénéficier d'une formation adaptée. On ne peut pas être représentant des usagers comme ça, du jour au lendemain. On peut en avoir l'envie, et ça c'est primordial, mais ensuite, surtout si au départ on n'est pas un personnel de soins dans une première vie, il faut absolument acquérir une formation pour pouvoir se trouver confronté dans les établissements de santé à un certain vocabulaire et à certains documents qui vous sont présentés. Alors, il doit être, de par la loi, obligatoire membre d'une association d'usagers agréés. Il est à l'écoute de tous les usagers. Alors aujourd'hui, on a un congrès qui a trait spécifiquement à la cancérologie. Mais il faut savoir que à partir du moment où vous êtes représentant des usagers, c'est pas toujours facile enfin en ce qui me concerne, parce que moi je viens de la cancérologie depuis très longtemps, il faut être représentant de tous les usagers. Si vous siégez dans un hôpital, vous n'êtes pas représentant des usagers uniquement de la cancérologie. Vous pouvez défendre aussi le secteur maternité, le secteur orthopédie, etc. Il faut un petit peu oublier la casquette de l'association que vous portez habituellement. Donc, le représentant des usagers contribue à l'amélioration de la prise en charge du patient. On en reparlera tout à l'heure. Il doit donc avoir une vision élargie. Il doit faire la preuve d'une éthique personnelle et est soumis au secret médical et à la discrétion. Dans toutes ces instances auxquelles on assiste, il est question de patients, il est question de dossiers médicaux, il est question de nom de patients, donc nous devons avoir une éthique et être le plus discret possible.
Alors, le champ d'application des représentants des usagers. On peut être représentant des usagers de proximité, c'est-à-dire représenter les usagers dans les établissements de santé, publics ou privés. On peut être représentant des usagers de gouvernance, c'est-à-dire participer au débat régional sur la santé. Et on peut être représentant usagers citoyens, c'est-à-dire élargir le champ de réflexion et d'action des représentants des usagers. Alors, je vous ai listé, en gros, je dirais, les instances où les représentants des usagers peuvent siéger. Donc, vous avez les conseils d'administration des établissements de santé publique. C'est quand même la principale instance de décision d'un hôpital qui définit la politique générale de l'établissement. Donc, en général, il y siège 2 représentants des usagers. Ces mandats sont pour 3 ans, pour 5 ans. Suivant les instances, c'est différent. La commission de relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. Peut-être que certains connaissent ce terme qu'on abrège toujours, on appelle ça la CRUC. C'est certainement une des fonctions les plus importantes de la représentation des usagers. C'est une commission qui est obligatoirement présente dans les établissements publics et privés et elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette commission remplace la commission de conciliation. Il y siège 2 représentants des usagers. Et venant de cette commission, de cette CRUC, vous avez d'autres instances qui en découlent. Et souvent, quand on est représentant des usagers à la CRUC, on fait souvent partie de ces, je dirais pas de ces sous-commissions, mais je les appelle moi comme ça, le comité de lutte contre les infections nosocomiales, le CLIN, on marche beaucoup par abréviation médicale, le comité de lutte contre la douleur, le CLUD, et le comité de liaison alimentation et nutrition, le CLAN. Ensuite, vous pouvez être RU dans les conseils régionaux de santé qui succèdent aux conférences régionales de santé. C'est là, justement, où on élabore et on met en œuvre la politique de santé. Là, également, on peut y siéger. Vous avez aussi les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales. Ce sont des commissions qui permettent d'étudier et d'assurer l'indemnisation rapide, on va le mettre entre parenthèses, des personnes victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales. Et également, elles sont compétentes pour conduire des conciliations entre des patients et des professionnels ou établissements de santé quand il y a des litiges. Et elles peuvent recourir dans ce cadre à des médiateurs indépendants. Ces commissions contribuent aussi à rendre le fonctionnement du système de santé plus accessible et à améliorer les relations avec les usagers. Vous avez aussi les réseaux de santé et la loi de 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré l'existence des réseaux de santé et leur rôle dans le système de santé. Ils ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne, tant sur le plan de l'éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Vous avez aussi les comités de protection des personnes en recherche clinique qu'on appelle les CPP régionaux. Il y en a 34 en France. C'est une instance très particulière. Il y a une loi derrière, une loi ancienne qui vous dit peut-être quelque chose au niveau du nom, qui était la loi Hurier, qui a été reprise ensuite, plus tard, par une nouvelle loi, en 2006, et qui oblige les CPP à donner un avis consultatif sur tous les protocoles de recherche clinique que l'on met en vigueur en France, sachant que les protocoles de recherche clinique sont très actifs dans les centres de lutte contre le cancer et que beaucoup de patients sont traités suivant ces protocoles de recherche clinique. Donc là aussi, il y a des représentants d'associations qui représentent les usagers.
Vous avez aussi des usagers, des représentants d'usagers qui siègent dans les conseils des caisses primaires d'assurance maladie, mais ce sont quand même des représentants d'usagers particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme constatation? Manque de formation des représentants des usagers. Il existe un organisme en France que beaucoup doivent connaître, qui s'appelle le CIS, et qui forme à la représentation des usagers et qui donne effectivement une bonne formation. Parce que quand vous arrivez dans les hôpitaux en particulier, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas à même de comprendre tout le vocabulaire que l'on vous propose, ainsi que toutes les statistiques et les bilans que l'on vous montre sur, par exemple, les infections nosocomiales, par exemple, les choses ne me viennent pas comme ça immédiatement, mais ça peut être très très compliqué. Donc il faut déjà avoir une formation de base pour pouvoir comprendre le b.a.-ba et ensuite sur place vous pourrez vous intégrer. Il y a une disparité suivant les régions avec des inégalités territoriales. C'est vrai qu'à Nice, nous sommes très gâtés. Nous avons beaucoup d'établissements publics et privés et où la représentation des usagers est tout à fait... alors, elle est obligatoire, certes, mais là, elle est reconnue et nous avons un travail actif de représentants des usagers. Nous sommes un acteur important de la vie hospitalière. Notre avis est bien pris en compte et nous avons une activité non négligeable. Nous participons vraiment à la vie des établissements dans lesquels nous avons décidé d'aller œuvrer. Il y a quand même une petite chose que j'ai oublié de dire au départ, c'est que le représentant des usagers est un bénévole. Ce n'est pas une profession. Où vous avez une profession et en plus vous êtes représentant des usagers, ou vous êtes comme moi et vous bénéficiez maintenant des grandes vacances et vous êtes bénévole d'une association et vous allez œuvrer dans des établissements publics ou privés, mais sans aucun émolument, hein, c'est vraiment de votre bon gré. Alors il y a des régions, par exemple, pourquoi j'ai mis ça ? Parce que j'ai assisté à une réunion il y a 1 an et demi, et effectivement je me suis aperçue que dans certaines régions, je vais vous citer comme ça, hein, par exemple dans la Creuse. Dans la Creuse, il n'y a pas beaucoup d'établissements et les représentants des usagers sont confrontés à des situations très complexes dans les quelques établissements où ils peuvent œuvrer, et même les directeurs des établissements arrivent même à leur demander de régler certains problèmes qu'eux-mêmes n'arrivent pas à régler. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut faire, par exemple à Nice. On n'a pas du tout cette problématique ici dans la région. Au contraire, là, on est une aide, comment je pourrais dire, on est un fonctionnement. Oui, on fonctionne avec eux, ils ne font rien sans nous, c'est ça qui est très agréable, ils ne font rien sans nous. J'expliquerai tout à l'heure des cas concrets. Alors, difficulté pour siéger dans certaines instances d'établissements hospitaliers. Je dirais que ça, c'est au sens général du terme en France. Ici, à Nice, il n'y a aucun problème. À partir du moment où il y a un poste de représentant des usagers, on est tout à fait accepté. Après, à chacun, avec sa propre personnalité, il faut se faire sa place et montrer qu'on veut apporter quelque chose à l'établissement. Si on vient pour assister à la séance et ne rien faire derrière, ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc j'ai marqué, effectivement, il y a une lourde charge dans certaines régions pour les représentants des usagers. Et se pose une question aussi, que faire de cette masse d'informations récoltée par les représentants des usagers du fait de la diversité des mandats? Alors, c'est vrai que je vais prendre mon cas personnel, c'est plus facile, hein. J'assiste à un certain nombre de CRUC dans des établissements publics et privés, dans lesquels je participe pleinement à la vie de l'établissement. Maintenant, toute cette masse d'informations, effectivement, je la travaille dans l'établissement en question. Mais j'en fais quoi par rapport à la Ligue, par rapport à ma propre association? Alors, je vais en parler avec mes collègues, mais
il faudrait que ça donne plus, il faudrait que ça apporte plus de choses. Alors, avant de fermer le chapitre, je vais expliquer. Par exemple, quand vous assistez, on va prendre le centre Antoine Lacassagne, pour que certains connaissent. Alors, nous sommes plusieurs dans la salle d'ailleurs à être des responsables usagers du centre Antoine Lacassagne. C'est un établissement, par exemple, qui nous a pris en charge dès le début et qui a accepté tout à fait notre participation. Ce n'est pas le seul, hein. Il y en a d'autres, je peux vous en citer d'autres à Nice, hein, mais c'est celui que je connais le mieux. Donc, on participe à la CRUC, c'est-à-dire que notre avis nous est demandé pour tout ce qui va se faire dans l'établissement, pour toutes les enquêtes qui vont être faites, pour la restauration, pour, je veux dire, le linge dans l'établissement, l'aménagement des chambres, l'aménagement de la cafétéria, on nous tient au courant des demandes de dossiers médicaux par les patients, puisqu'il y a un texte légal, la loi de 2002 a cerné les demandes de dossiers médicaux. Nous demandons, j'ai une de mes collègues qui demande très souvent une accessibilité meilleure pour les patients handicapés, etc. Donc nous veillons, notre champ d'action est énorme, il est excessivement large. Nous sommes là pour faire remonter tout ce que nous avons observé nous-mêmes, tout ce que nous observons sur les documents qui nous sont donnés, tout ce que les patients ou familles font remonter. Nous servons par exemple de témoins pour les repas des patients, pour aller juger de la qualité des repas qui sont servis dans les établissements de santé. Dernièrement, dans un établissement privé, j'ai passé une matinée dans un service de chirurgie à faire des enquêtes de satisfaction auprès de patients hospitalisés, et ça, le thème de l'enquête avait trait à à l'information du patient. L'information sur les données médicales qu'on lui avait données, l'information sur les soins qu'il recevait, l'information sur le traitement qu'il avait, etc. Voilà. Donc on participe pleinement à la vie de l'établissement hospitalier. Et on participe tellement que chaque année, les établissements font un panel de toutes nos demandes, ou récriminations quelquefois, et nous apporte le document qui relate les améliorations qui ont été apportées à nos demandes. Voilà, si vous avez des questions à poser, je vous remercie de m'avoir invité.